Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dossier. Aujourd'hui, on va parler d'Alephium. On va faire un tour sur ce qu'est ce projet. On va faire une analyse fondamentale du projet et on finira par une petite analyse graphique pour voir mes prix d'entrée, parce que je suis rentré sur le projet. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi et on va essayer de voir si les prix actuels sont un bon point d'entrée ou si DCA il y a à faire, comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, le titre de la vidéo, c'est le prochain Caspa, parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de similitudes et on va essayer de jouer sur cette narrative qui, je pense, peut être possible. Et on va voir que c'est un projet qui est très très intéressant. On commence directement sur la théorie. Donc, on va aller voir tout le fondamental. Je vais essayer de vous expliquer de manière assez approfondie quand même. Vous me direz vos avis en fin de vidéo. Merci pour les commentaires d'ailleurs pour les dernières vidéos. Je les vois tous, ça me fait très plaisir. Et ça permet d'améliorer petit à petit la chaîne et la qualité des vidéos. Donc, je vais essayer d'aller rentrer dans les détails quand même. Sans être trop tech, trop compliqué, etc. Si c'est trop compliqué, bah, vous me dites et je ferai mon compliqué. Si à l'inverse c'est pas assez compliqué et vous aimez bien qu'on parle un peu de tech comme ça, de fondamental, bah, vous me dites et je continuerai, tout simplement. Donc on commence tout de suite par Alephium, donc c'est en plusieurs parties, hein. On va regarder comme d'habitude en premier c'est quoi, comprendre le fondamental du projet assez simplement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. En deuxièmement, on va regarder les particularités techniques du projet, qu'est-ce qui fait que ce projet semble spécial. En troisièmement, on va regarder la place du Alephium, et ensuite on finira par l'analyse technique et quelques prédictions de prix. On va s'amuser à ce jeu-là. Donc, comme je l'ai précisé en début de vidéo, ça va être assez tech. Donc, pour que vous compreniez déjà comment est-ce que moi j'analyse les projets, j'ai trois phases, on va dire. La première, c'est, je vais pas noter à chaque fois, mais je vous le dis à l'oral, c'est juste je comprends globalement ce que fait le projet. Je peux le décrire en quelques phrases, mais en un ou deux mois, j'ai oublié par exemple. J'ai la phase 2, où là j'ai plus dive dans le projet, j'ai un peu plus analysé, j'oublie pas le projet, je comprends vraiment un peu plus la tech. Et j'ai la troisième phase pardon, où vraiment je comprends à mon échelle complètement le projet. Parce que moi, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas un gars qui sait lire du code, etc. Donc je ne peux pas aller voir un code open source, comprendre totalement un projet comme certains le peuvent. Ça, c'est la phase 4. Pour moi, c'est comprendre vraiment dans la totalité un projet. Mais je pense que c'est que les codeurs ou les gens qui savent miner, etc., qui savent le faire. Donc là, actuellement, je suis entre la phase 2 et la phase 3. Comme ça, vous savez où est-ce que je me situe par rapport à ce projet-là. Ok, on va commencer directement. Alephium, c'est quoi? Donc, Alephium, c'est une crypto qui a pas mal pété, on va dire, durant novembre-octobre, là, où il y a pas mal de monde qui s'est positionné dessus. Ça vient de faire un gros multiplicateur, on ira voir les graphiques. Et c'est une blockchain, simplement, c'est une blockchain layer 1. L'idée, c'est que c'est du proof of work, mais un peu modifié à leur propre sauce, on va dire, puisque c'est du proof of less work. Ça semble bizarre, moi au début c'est quelque chose que je n'aimais pas, forcément parce que le nom je trouve qu'il n'est pas très marketing, il n'est pas fort. Proof of less work, pourquoi est-ce qu'on devrait faire moins de travail? Et au final, bah, c'est vraiment pas plus mal. Donc voilà, c'est le consensus, c'est du proof of less work, c'est, il me semble, à ma connaissance, le seul projet qui a ça, c'est vraiment particulier à eux. Donc la vocation de ce projet-là, de cette blockchain, c'est comme toute Layer 1 en fait, une Layer 1 va prendre de la valeur que si elle a un écosystème puissant. C'est c'est le projet, enfin, c'est toute l'idée d'une Layer 1, c'est d'avoir un écosystème, une DApp, enfin plein de smart contracts, plein de DApp, de tokens qui viennent s'inscrire dessus à la main d'Ethereum par exemple. Ethereum, c'est la plus grosse Layer 1, mais c'est pas la plus efficace, c'est pas la plus révolutionnaire, c'était juste simplement la première. Et à l'heure actuelle encore, les nouveaux projets vont souvent dessus, simplement parce que c'est la plus grosse, c'est là où il y a le plus de liquidité. Donc tout l'enjeu de Alephium, ça va être au fur des mois d'avoir tout un écosystème qui vient se greffer dessus. Donc un écosystème et des diables, des smart contracts. Alors quand je dis que c'est une blockchain, ce n'est pas réellement une blockchain, hein, si on veut aller un peu dans la tech, c'est ce qu'on appelle un block DAG, à la manière de Caspa. C'est pour ça que c'est la première des similitudes, pardon. Hop, à la manière de Caspa. Caspa, c'est aussi un DAG. Un DAG et une blockchain, c'est quoi la différence? Je vous ai mis une image ici, elle est un peu floue, excusez-moi. Mais en gros, bah, une blockchain, ça va être bloc par bloc, ok. Et un DAG, ça va être comme ça, où il y a plein de blocs qui interagissent entre eux, en fait. Et ça va être un peu plus scalable, un peu plus rapide. Donc l'envie, on va dire, l'idée d'Alephium, ça va être, comme Caspa, de résoudre le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est quoi? Ça a été une problématique qui a été mise en avant par Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, en disant que ici on a le trilemme de la blockchain et qu'une blockchain ne pouvait pas résoudre les trois points. Si on voulait être, par exemple, décentralisé et sécurisé, il va falloir laisser un petit peu la scalabilité. C'est par exemple le cas de Bitcoin. Bitcoin est très décentralisé et très sécurisé, mais à cause de ça, elle n'est pas scalable. Euh, donc l'idée, ça va être de résoudre
ce Trilem de la blockchain. Et le très bon point pour moi, c'est que c'est du proof of work. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je vous le redis s'il y a des nouveaux, bienvenue. Pour moi, le proof of work est à des années-lumière du proof of stake. La vraie révolution technologique, c'est du proof of work. Donc, en gros, la ruée vers l'or, là, ça va être de trouver la tech, la prochaine crypto qui va réussir à résoudre ce Trilem de la blockchain en étant proof of work. Parce qu'on peut être sécurisé réellement que si on est en proof of work. Une blockchain qui va être en proof of stake, pour moi, ne sera pas safe. Ok, Ethereum, 30% des tokens qui sont en staking sont sur Lido, c'est pas centralisé en vrai, enfin, pardon, c'est pas décentralisé et c'est pas sécurisé non plus. Donc le proof of work ne peut pas être safe, le proof of stake ne peut pas être safe. Si on arrive à trouver une crypto proof of work qui arrive à résoudre ça, et ben ce sera l'élu, clairement. Donc voilà en gros ce qu'est Alephium. Ok. Et aussi niveau temporalité, Alephium est sorti, on aille voir, il me semble, fin 2021, donc en tout début de bear market, on va dire que le cycle haussier qu'on va connaître, ça va être le premier cycle haussier d'Alephium. Et vous savez que moi, c'est un critère que je regarde pas mal, je trouve ça important en termes d'investissement. Allons maintenant directement envers le fond, il est blanc, ça vous dérange? Je vais mettre le site. Directement, allons sur les particularités un peu techniques qui font qu'Alephium est spécial. Parce que des blockchains, des projets qui prétendent résoudre le trilemme des blockchains, il y en a pléthore, il y en a plein. Donc, qu'est-ce qui fait que Alephium est spécial? On a tout d'abord le consensus qui est du proof of less work, comme j'ai dit, c'est vraiment inhérent à eux, il n'y a que eux qui font ça, il va voir que c'est très intéressant comme technologie. Ensuite, on a leur modèle Stateful UTXO modèle. Ça semble barbare pour ceux qui ne connaissent pas, mais on va aller voir que c'est pas si compliqué que ça. On va essayer de comprendre à notre simple échelle tout ce que ça veut dire et à quel point ça peut être efficace. Et ensuite, on a le sharding algorithme qui s'appelle Blockflow, qui est aussi assez efficace. Et si, comme moi, vous n'êtes pas des codeurs, voilà, des gens qui construisent des algorithmes, etc., on va essayer de comprendre ça à notre propre échelle. Commençons directement par le proof of less work. Donc, proof of less work, qu'est-ce? Donc c'est du proof of work, comme le nom l'indique, hein, donc la preuve de travail, mais avec un effet qui peut réguler le travail qu'il y a besoin de faire pour valider un bloc. Donc ça s'apparente à un proof of work classique, sauf que ça prétend, c'est ce qu'ils disent, dépenser 87% d'énergie en moins. Donc, parce que le Bitcoin consomme énormément d'énergie. Après, c'est ce qui lui donne de sa valeur. Mais si on pouvait avoir autant de sécurité sans dépenser autant d'énergie, je ne sais pas si c'est faisable, ce serait un bon signe. En tout cas, eux, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, très bien, ils dépensent beaucoup moins d'énergie. Mais alors, comment est-ce qu'on a autant de sécurité? Et bien en fait, le coût à payer, ça c'est très important. Quel coût là je vais vous mettre? Le coût à payer est le même. En fait, en Bitcoin, par exemple, le coût à payer pour valider un bloc, il ne se fait. Le coût est égal. Je vais mettre coût BTC. Coût BTC, c'est égal à l'énergie. Il n'y a que de l'énergie. Les mineurs dépensent uniquement de l'énergie pour payer ce coût, pour valider et sécuriser la blockchain. Okay, sur Alephium, le coût ne va pas être uniquement d'énergie. Ça va être coût alpha. Hop, ça va être et de l'énergie, et en plus des tokens, plus des coins, plus donc des alpha. En gros, les mineurs vont dépenser de l'énergie, comme le Bitcoin, mais lorsque le hash devient trop élevé, donc lorsqu'il faut dépenser trop d'énergie pour valider les nœuds du réseau, et bien en fait, les mineurs vont devoir dépenser non pas de l'énergie pour compenser cette difficulté-là, mais des tokens, des coins de la blockchain. Ils vont devoir burn des Alephium pour continuer à valider le réseau et pour continuer à miner. Donc c'est comme ça qu'en fait, on a une sorte d'équation, on va dire, sécurité. Là, je vous fais de ma tête, hein, sais pas le site qui le dit, mais ça va être égal à l'énergie plus les coins. Coins brûlés, ok? Coin burned. Hop là. Donc ça, cette partie-là, elle n'est pas tout le temps utilisée. Elle est utilisée uniquement lorsque le hash est trop élevé et lorsqu'il faut dépenser trop d'énergie pour continuer à valider le réseau. Vous voyez, donc lorsque ici ça dépasse une certaine limite, et ben on fait rentrer cette variable en jeu et il va falloir brûler des coins. Okay, mais c'est pour ça que la sécurité, elle, continue à être stable. Et donc la blockchain reste sécurisée. Donc franchement, consensus extrêmement intéressant et très innovateur. Donc lorsque le hash augmente, c'est ce que je vous ai dit, il faut burn des Alephium. Voilà, très innovateur. Donc l'idée c'est quoi là? Donc ça augmente ou ça maintient la sécurité, une sécurité très élevée, parce que le consensus qui apporte le plus de sécurité dans le monde des crypto-monnaies, et ce sera à tout jamais, ce sera celui-là, c'est le proof of work. On va dire, en gros, ça fait un peu vieux, mais il n'y a que ça de vrai.
C'est la première technologie révolutionnaire qui est sortie, c'est le principe de blockchain, et en tout cas, à l'heure actuelle, c'est encore le cas. Vraiment, la phrase, c'est ça, il n'y a que ça de vrai. C'est le proof of work, ok. Bien supérieur au proof of stake, en termes de sécurité. Moins d'énergie, donc ça, c'est avec ce qu'on vient de dire, hein, on a bien compris ça. Et ça peut, bon, c'est inflationniste parce que c'est proof of work, mais ça peut limiter l'inflation des tokens. Parce que un mineur, là pareil, je vous dis plus les chiffres, mais pour récupérer, je sais pas, 5 alpha en prochaine récompense de minage, il va devoir en brûler 4. D'accord. Donc ça diminue l'inflation en brûlant ces 4 tokens-là. Donc on va dire, j'ai mis déflationniste sur Projector, c'est un peu moins inflationniste. Donc très intéressant niveau investissement, que je rappelle, hein, moi ma phrase d'or, c'est ce qui est rare de la valeur. Donc forcément Bitcoin c'est rare parce qu'on n'a que 21 millions. Si on peut réduire l'inflation des Alephium, intrinsèquement le 1 coin aura plus de valeur. Ok, donc là on a vu le proof of less work, très intéressant comme consensus, comme mécanisme. Deuxièmement, deuxième technologie que Alephium a, qui fait que ce projet ou cette blockchain se démarque des autres, c'est leur modèle de stateful UTXO. Je vais repasser en blanc parce que là c'est bien n'importe quoi. L'UTXO c'est quoi? L'UTXO c'est le modèle utilisé par BTC afin de prévenir la double dépense. Ça s'appelle comment en anglais? Je sais pas. La double dépense. Mais je pense que vous avez forcément, sans doute déjà vu passer des messages de Satoshi Nakamoto sur des blogs, etc. où le double spending c'était vraiment un de ses gros problèmes. Double spending, c'était vraiment un des gros enjeux à la création du Bitcoin en fait. Parce qu'il fallait vraiment qu'un BTC ne soit dépensé qu'une seule fois. Sinon, tout le monde pouvait hacker, tout le monde pouvait créer des Bitcoins out of thin air à partir de rien. Donc, afin de résoudre ce problème, de pallier à ce problème, Satoshi Nakamoto est venu avec un modèle qu'on appelle le UTXO. UTXO, c'est Unspent, le U, Transactions, Output. Ok. Ça veut dire quoi? Imaginons il y a une adresse A. Adresse A envoie à B 10 BTC. 10 BTC. Si on mettait cette transaction, par exemple, dans la finance traditionnelle, dans un compte en banque, et ben là c'est A qui va envoyer 10 euros à B. Et c'est juste des balances, ok? C'est A à 1000 euros, donc on fait 1000 fois 10, 1000 moins 10 par exemple, qui vont s'ajouter à B. BTC, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, lors de cette transaction, on va créer une UTXO qui va être la preuve que B a reçu 10 BTC qui n'ont toujours pas été dépensés. Donc lui, il va avoir une UTXO 1. Et donc A, pour envoyer ces 10 BTC, il va devoir brûler ou utiliser l'UTXO de laquelle il a reçu sa transaction. Bon, vous avez compris ça, on peut remonter à l'infini, hein, mais de son UTXO 0. Et ça, c'est la preuve que A a bien 10 BTC qui n'ont jamais été utilisés. Mais maintenant, là, ils sont utilisés, donc cette UTXO n'est plus valide, et grâce à cette transaction, on a l'UTXO 1 qui maintenant prouve à B que lorsqu'il voudra envoyer ses 10 BTC au prochain, eh ben, il les aura bien, et comme ça, on saura que ces 10 BTC qui seront dans la prochaine transaction, on saura d'où ils viennent, et on saura qu'ils n'ont pas été démultipliés. Okay, c'est vraiment un point majeur de Bitcoin, et c'est un des piliers de Bitcoin. C'est ce pourquoi Bitcoin peut tourner. Voilà, en gros, c'est un modèle. En gros, comprenez, c'est un modèle pour classer la data et les transactions. Ça s'appelle l'UTXO modèle. Et à l'inverse, par exemple, si je vous compare, le modèle de ETH, par exemple, c'est plus le bordel, hein, j'ai moins de place que d'habitude ici. Je vais le faire en haut. Donc, BTC égale UTXO modèle, Unspent Transaction Output modèle. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, Unspent Transaction Output, l'output, c'est la sortie d'une transaction qui n'a pas été dépensée. Voilà, en gros. ETH, ça marche en account model. C'est un autre modèle, vous voyez, qui est moins safe, account model. Et en gros, ça va être... Donc une UTXO, comme ça, allez, on va plus dans les détails. Une UTXO, c'est une adresse publique. Comment on caractérise une UTXO? C'est une adresse publique pour savoir qui est le propriétaire des BTC qui sont dans l'UTXO. Dans notre cas, on parlait des 10 BTC que A avait. Donc là, ça va être l'adresse publique est égale à A. Ok. On a le montant, amount, dans l'UTXO. Dans notre cas, 10. Ok. J'espère être clair. Et on a le hash. Le hash, ça va être à partir de quel bloc cette UTXO provient. Ok, donc ça c'est une adresse. Donc voilà, et donc ETH, account model, c'est complètement différent, c'est moins safe, mais c'est plus programmable, c'est plus scalable, etc. Vu que c'est pas la même utilité, hein, c'est pour faire des smart contracts, où là ça va simplement être A, balance, bon, x moins 10
envoie à B, envoie 10 à B du coup, et B ça va être Y plus 10, ça va être, ok. C'est comme un compte en banque, quoi. Bref, quand vous avez de l'argent en virement, bah vous avez votre solde qui augmente ou qui diminue en fonction de la transaction que vous avez envoyée, quoi. Donc c'est moins safe, mais c'est plus programmable. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, donc, on revient enfin à la base avec Alephium qui utilise l'UTXO modèle de Bitcoin, donc c'est une bonne chose. Tout ce qui se rapproche à Bitcoin, selon moi, se rapproche de la perfection. Ok. L'idée, ah bah je l'avais mis là, j'ai oublié. Voilà. Donc l'idée, c'est stateful, c'est qu'est-ce qui est révolutionnaire, qu'est-ce que ça change par rapport à BTC? C'est que ce modèle-là peut supporter plusieurs états. Parce que si vous avez compris ici, le modèle de Bitcoin, il est très safe, il est très sécurisé, etc. C'est bien, mais c'est pas programmable. Et on peut pas mettre des smart contracts dessus, parce que c'est pas très user-friendly pour les développeurs, etc. En revanche, avec cet UTXO modèle d'Alephium, il supporte plusieurs états, et ça va nous lier en fait la sécurité de du modèle des UTXO de Bitcoin. Donc nous, c'est ce qu'on veut tout d'abord, hein, c'est la sécurité. En plus de ça, ça va permettre de créer des smart contracts et de faire en sorte que ce modèle soit utilisé comme une base pour que les développeurs créent leur DApp et en fait bah, toute la DeFi quoi, toute la DeFi sur la sécurité semblable à la sécurité du Bitcoin. Donc ça c'est un très gros point positif et c'est clairement un des aspects de la tech de Alephium qui fait que c'est un projet qui me semble très alléchant. Ensuite, troisièmement, je passe assez rapidement, je pense, sur ce que j'ai à dire, mais je pense être assez clair. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je vous ferai un petit débrief en fin de vidéo, évidemment. Donc, maintenant, la troisième particularité technique, c'est leur algorithme de sharding. À quoi ça va servir avant que je vous explique ce que c'est? Ça va augmenter la scalabilité, parce que le Bitcoin, comme on a vu lors du trend de la blockchain, n'est pas scalable. Si Bitcoin, par je ne sais quel miracle, était scalable, supportait 10, 20 000 transactions par seconde, il n'y aurait eu que Bitcoin comme blockchain. On aurait pu faire des smart contracts dessus, l'utiliser pour tous les jours acheter notre baguette de pain, etc. Ce n'est pas le cas. Bon, généralement, la technologie du sharding, c'est une technologie qui est utilisée par des layer 2, par exemple de ETH, qui vont utiliser du sharding pour faire en sorte que la blockchain, dans notre cas ETH, soit plus scalable. Okay. Scalable, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est tout simplement supporter un haut niveau de transactions par seconde. Ok, ça veut dire que même en période de bull run, quand plein de monde l'utilise et pas que la blockchain supporte toutes ces transactions, parce que ce n'est pas le cas sur Bitcoin. Sur Bitcoin, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de monde qui veut l'utiliser, ça peut prendre quelques heures avant que votre transaction elle passe, donc c'est pas très efficace. Ok. Le process c'est quoi du sharding? Ça va être de compléter des transactions en parallèle. Et ensuite le proof of less work, donc consensus général de la blockchain, va process les shards. Alors, ok, là on a les shards. Le shard, voilà. Ce que je vais toujours pas expliquer, c'est quoi un shard. Donc un shard, c'est un bout de la blockchain en fait. Un nœud va pouvoir valider un shard, ce qui va lui permettre de ne pas valider toute la blockchain, parce que ça va lui prendre beaucoup trop de temps, trop de données, etc. Donc l'idée c'est qu'on va diviser le problème. C'est comme dans tout, hein. Imaginons, bah, par exemple, avant que je crée cette chaîne YouTube, je me dis, je veux avoir 10 000 abonnés. C'est pas le cas, c'est pas mon objectif, mais genre, je veux avoir 10 000 abonnés. Et bah, si je me mets qu'un seul objectif d'avoir tout de suite 10 000 abonnés, bah, je vais galérer parce que ça va mettre du temps, etc. etc. Mais si je divise cet objectif en ayant 10 abonnés, on commence par 10 abonnés, ensuite on va à 100, etc. etc. et bah, le travail que j'ai à faire, il est beaucoup plus petit. Vous voyez, en gros, voilà, une image grossière, mais en gros, voilà ce que c'est un shard. Plutôt que de voir tout l'objectif de 10 000 abonnés, et ben, on en prend plein de 10 par 100, 1000. Voilà. Et en gros, je vais essayer de vous faire un petit dessin sur la différence entre une blockchain, un DAG et des shards. Ok, faut me suivre. Excusez-moi. Imaginons, là, on va parler de BTC. Okay. Comme ça, je pense avec des images, c'est plus simple de comprendre, parce que là, je vous balance des infos quand même à un rythme assez élevé, peut-être un peu compliqué. Donc BTC. Vous êtes sur la blockchain BTC, vous allez l'utiliser, etc. Imaginons que BTC, ce soit une route de campagne. Okay, c'est une route de campagne, c'est une route unique, la route de campagne, voilà, c'est pas éclairé, il n'y a qu'une route, vous ne pouvez pas dépasser, c'est dans un sens, ça se passe comme ça. Donc on n'a qu'une seule voie, et sur cette route de campagne, on a des voitures, je vous fais des carrés puisque je ne suis pas dessinateur, on a des voitures, dans la vie réelle, ça va être nos blocs, ok, nos blocs de Bitcoin. Entre chaque voiture, entre chaque bloc sur BTC, il se passe 10 minutes. Donc avant que une nouvelle voiture puisse se mettre sur la voie, il faut attendre 10 minutes. Ok, c'est le cas, il y a un bloc Bitcoin qui est validé toutes les 10 minutes. Dans cette voiture, il y a nos transactions. Il y a nos transactions, mais dans l'image, on va dire, il y a un passager. Okay, un passager.
On peut surcharger la voiture. Lorsqu'il y a une énorme demande, et ben on peut surcharger la voiture et on peut mettre 4 passagers, des bagages, etc. Donc on peut mettre plus de transactions. Il me semble que le poids d'un bloc Bitcoin, c'est 1 mégaoctet. Et il me semble aussi que si on pousse, il peut aller jusqu'à 4 mégaoctets. Je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas le laisser. Mais en gros, voilà, on peut surcharger la voiture ou le bloc. Maintenant, imaginons que on est sur cette route et on veuille avancer sur cette route et rentrer dans une voiture. Donc là, c'est nous, on va faire une transaction. Et bah, pour toi faire une transaction, on va devoir attendre que la prochaine voiture parte. Et imaginons que moi je me mette en orange, je sois là. Si je veux faire une transaction, ou si je veux monter dans la voiture, il va falloir que j'attende que tout cela avance et ils rentrent dans leur voiture. Donc ça se trouve, je vais rentrer dans une heure, parce que les voitures elles avancent toutes les 10 minutes et il n'y a pas de place dans chaque voiture. Ou alors, il va falloir que je paye plus que tout cela pour rentrer directement dans la prochaine voiture. Ça, c'est Bitcoin. Je pense que c'est plutôt clair en vrai. Maintenant, on va voir ce qu'est dans le cas Alephium, qui utilise concrètement un DAG plus sharding. Donc l'idée dans notre image, c'est de pouvoir transporter plus de gens à la seconde. Ok. Et bah, on n'est plus sur une route de campagne maintenant, mais on va être sur une autoroute chinoise. Ok. Une autoroute chinoise, apparemment, il y a énormément de voies. Dans notre cas, il y en aura 16. Vous avez compris, 16 parce que c'est 16 sharding. Et en plus de ça, il n'y a pas une voiture toutes les 10 minutes, mais il y a une voiture toutes les... Je sais plus, mais beaucoup plus rapprochée. Il me semble que toutes les 64 secondes, tous les blocs de tous les shards sont validés. Donc combien de temps il y a entre chaque shard, je ne sais plus. Mais en gros, techniquement, ça va comme ça. Donc là, donc là, il y a des gens qui attendent pour faire leur transaction. On va dire il y a la queue, mais la queue, elle va attendre beaucoup plus vite. Donc même si moi, je suis derrière tout le monde, et bah lui, il va aller sur cette voiture-là, lui, il va aller sur cette voiture-là, et moi, je vais pouvoir directement aller sur cette voiture-là. Donc au lieu d'attendre 1 heure, 2 heures et 3 heures que moi je rentre, je vais rentrer directement en même temps que lui qui rentre dans celle-là, vous voyez. Mais sauf que ça va être sur une voie différente. Et ensuite, il y a un péage, ou je sais pas, vous avez compris l'image, et tout se fait valider selon le proof of work, le proof of less work. Donc voici une image un peu rocambolesque de ce qu'est le sharding, de ce qu'est Alephium, de comment concrètement ça peut accélérer les transactions, ça peut accélérer le fait des smart contracts, etc. Parce que niveau transaction, lorsque vous envoyez de Binance à votre cold wallet, c'est une transaction, mais lorsqu'on a des smart contracts sur le réseau, il y a énormément de transactions à la seconde. Hein. C'est des bots, des applications décentralisées, des échanges décentralisés, donc on a beaucoup de transactions. Donc lorsqu'on a une layer 1, et qu'on a envie d'avoir des smart contracts, il faut avoir beaucoup de transactions par seconde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Ethereum est très critiqué, mais c'est parce que ça coûte cher. Et donc, lorsqu'il y a de l'activité, ça coûte cher. Et donc, lorsque vous voulez que ça aille vite et passer devant tout le monde, bah, un swap, ça peut rapidement vous coûter 50-60$. Réellement, et un bull run, ça va coûter entre 100 et 200$ pour passer devant tout le monde, parce qu'il y aura beaucoup de monde et il y aura peu de voitures sur Ethereum. Ok. Donc, je pense avoir donné mon image, l'image que je voulais donner. Voilà pour le sharding, et voilà pour en gros toutes les caractéristiques techniques qui font que Alephium est une blockchain assez particulière. Je pense qu'on peut comprendre à quel point c'est particulier et c'est assez innovant. Donc, il y a un titre comparatif, parce que c'est quand même le titre de la vidéo. Caspa, par exemple, ne peut pas encore supporter des smart contracts, mais ça doit venir. Il me semble que ça arrivera fin d'année, mais Alephium, par exemple, eux peuvent désormais supporter des smart contracts. Donc voilà la différence. Maintenant, au niveau du token, Alephium, c'est le coin. La différence entre un coin, on attaque les choses générales, mais c'est pas plus mal. Le coin versus un token. Lorsqu'on dit coin, c'est lorsqu'on parle d'un jeton natif à une blockchain. ETH, Alephium, le Alph là par exemple, BTC. Et lorsqu'on parle d'un token, c'est un token qui est inscrit sur une blockchain layer 1. Par exemple un token ERC20. Il y en a plein. Voilà. Un token, dans l'exemple d'ETH, tous les tokens sont des ERC20 et le coin de cette blockchain c'est ETH. Okay. Donc là, le coin de la blockchain Alephium, à quoi il sert? Bah, au même titre que tous les coins des blockchains layer 1, il sert à la même chose. Dans notre cas, c'est du proof of work, donc il sert à récompenser les mineurs, donc ça c'est good, c'est une bonne chose. Il sert à payer les transaction fees, également une bonne chose, ça donne de l'utilité au token, pardon. Et aussi, chose assez intéressante et novatrice, c'est qu'il faut log des Alephium pour faire des smart contracts. Pourquoi on a décidé de mettre ça? Parce que sur Ethereum, c'est très simple de créer un smart contract, c'est très simple de créer un shitcoin, c'est pour ça qu'il y en a plein, il y en a des centaines par jour, c'est parce que c'est très simple de se créer des smart contracts, et chaque smart contract, si vous m'avez suivi tout à l'heure, vous avez compris que ça prend de la place sur la blockchain, ça peut créer des embouteillages dans notre image, etc. Donc dans notre cas, sur Alephium ici, pour créer un smart contract, les gens ne pourront plus lancer des bots qui créent 10 smart contracts à la journée, parce qu'il va falloir lock
il va falloir lock des Alephium. Et donc tout ça a un coût. Ça coûte de l'argent de faire des smart contracts. Donc, à moins que ce soit un réel projet avec une vraie utilité, pour un mec qui veut juste faire des shitcoins, arnaquer des gens, bah lui, ça va lui coûter beaucoup d'argent de devoir créer autant d'activités sur le réseau et de créer autant de merde en réalité, alors que sur Ethereum, par exemple, ça lui coûte pas grand-chose. Donc ça, fonctionnalité très intéressante, j'ai trouvé. Et aussi, l'utilité du half, c'est de devoir le burn lorsque le hash devient trop gros. C'est-à-dire que les mineurs, lorsque la difficulté de minage va être un peu trop haute, ils vont devoir burn des Alephium pour continuer à sécuriser le réseau. Donc le token a franchement pas mal d'utilité comparé aux autres tokens de Layer 1 qui sont généralement que le Ghost token, quoi. Voilà. Donc très bien. Ensuite, niveau token mix. Historique token mix. Ça a été à peu près fair launch. Moi, c'est aussi un des aspects que je regarde beaucoup pour mes investissements. Je pense que les tokens qui ont été fair launch, du type Bit-Tensor, Bitcoin, etc., ont un avantage énorme comparé aux autres projets. Ça a été à peu près fair launch. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il y a eu 14% de pre-mine. Et là où je vous ai mis tous les comptes des tokens, vous pouvez faire pause. On a 80 millions qui ont été en pre-sale. Les prix sont un peu inférieurs à ceux actuellement. Et je ne sais pas s'ils ont tous été vendus, mais je sais que dans le cas où tous ne sont pas vendus, les invendus sont burn. Donc je ne sais pas s'ils ont tous été vendus ou pas, je n'ai pas réussi à trouver l'info. Mais dans le cas où il y a des invendus, ils ont été burn. Okay, il y en a eu 30 millions pour la communauté, 30 millions pour la team, c'est beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Et 880 millions à miner. Donc ça, c'est la partie normale du proof of work. Et pour récompenser les mineurs, il faut qu'il y ait de l'inflation. Et il faut miner, il faut récompenser ces gens-là. Donc ça, c'est bien. Donc ça fait une hard cap. Hard cap, c'est le nombre de tokens qu'on ne pourra jamais dépasser. Donc dans le cas du Bitcoin, c'est 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de tokens de Bitcoin. Le hard cap du Alephium, c'est 1 milliard. Cependant, on n'arrivera jamais à ce nombre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a du burning, il faut lock dans les smart contracts, etc. etc. Et bah donc, parce que dans le consensus du proof of less work, comme on a vu au début de la vidéo, et bah lorsque l'âge deviendra trop gros, on va diminuer les Alephium. Okay, donc théoriquement on n'arrivera jamais à 5 milliards, et si on devait y arriver, ce serait sur 85 ans, quelque chose comme ça. 85 ans, donc c'est dans bien longtemps. Ok. Donc l'idée, nous, ce qui nous intéresse, un peu temporellement, on va dire, on peut penser que le top du bull run sera en octobre 2025, parce que historiquement, le top du bull run a toujours été 1 an et demi après le halving. Donc si encore une fois l'histoire se répète, ce sera en octobre 2025, il y aura environ 220 millions de tokens en circulation. Voilà. Voilà pour le côté théorique. Les conclusions, je vous la ferai à la fin. On va maintenant passer à l'analyse technique au niveau des prédictions. Donc actuellement, on est à une market cap. Je vais passer sur CoinGecko. On a une market cap de 120 millions de dollars. C'est assez élevé, mais ça reste quand même, on va dire, c'est pas une grosse cap du tout. Hein. C'est moyenne / petite cap. Pour moi, c'est moyenne / petite cap. Donc on n'est pas en retard, pas du tout, loin de là. C'est une grosse layer 1. Ah oui, donc niveau prédiction, je vais vous repasser ça. Si c'est une grosse layer 1 du prochain bull run. Parce que la thématique du dernier bull run, c'était les ETH killers. C'était vraiment le buzzword du dernier bull run. Tout le monde voulait la base de TH et devenir meilleur que TH. Personne n'a réussi. Si Alephium arrive à se positionner comme un leader des Layer 1 parce que c'est novateur, c'est du proof of work, et je pense que clairement il y a une hype là-dessus. En ce moment, tous les projets qui sont proof of work, fair launch, recommencent à prendre beaucoup de traction, et c'est totalement normal pour moi. Alephium en fait remplit pas mal de cases, quoi. C'est proof of work, c'est novateur, ça n'a jamais connu de bull run. Donc si c'est une Layer 1 qui prend un peu de buzz et qui arrive à vraiment vivre ce bull run, je pense qu'une market cap entre les 3, 4, 5 milliards de dollars ne semble vraiment pas hors de ce monde, sachant qu'au top du dernier bull run, il y avait plein de projets qui avaient des market cap bien plus élevés. Je pense notamment à X, qui était pas loin, à X, donc projet NAS, un Ponzi, hein, qui était à 80 millions de dollars. On est vraiment techniquement bien au-dessus de X. Hein. Donc là, si on se dit juste 5 milliards de dollars, ça fait un très gros multiplicateur, puisque là, on est autour des 120 millions, ça fait x10, x20, x30, x40, donc c'est joli. Et aussi, c'est Kaspa-like. Kaspa a été la crypto la plus performante de l'année 2023, et franchement, ça ressemble beaucoup à Kaspa, Alephium. Sauf que Kaspa n'a toujours pas de smart contract, alors qu'Alephium les a déjà. Donc clairement, ça peut prendre un peu de cette hype-là, de se dire les gens qui vont chercher le nouveau Kaspa, et je comprends, parce que la technologie se ressemble,
L'idée se ressemble, hein. L'idée de Kaspa, c'est aussi de résoudre le triangle de la blockchain, de réussir à faire de la DeFi et à faire une blockchain proof of work scalable. C'est un peu la même chose que l'Ethereum. Bah, je l'ai mis là. Voilà. Donc c'est du DAG aussi comme Kaspa, le triangle de la blockchain, incorporer des smart contracts. Donc c'est dans la roadmap de Kaspa, mais c'est déjà live sur Alephium. Et faire tout ça avec la sécurité du proof of work, c'est vraiment le pilier principal. Donc, niveau Conico, alors je vais vous mettre le micro devant moi, hop là, très vite fait. 120 millions de market cap, ok. Voici le Twitter, je vous le mets ici comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de fake. Le site est très bien fait, c'est agréable, et on voit que dès le début, leur volonté c'est vraiment d'adresser le trilemme de la blockchain. Scalable, c'est un des piliers du trilemme, sécurité et décentralisation. Donc dès le début, on comprend clairement leurs ambitions. Ok. Maintenant, technologie, bah, c'est ce que je vous ai passé tout à l'heure, hein. C'est scalable avec leur algorithme qui nous met Blockflow, leur Stateful UTXO, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez pas mal de détails dans le white paper pour les plus courageux. Je vous ai pas passé le screen, j'avais mis un screen tout à l'heure. Moi j'avais mis un screen sur mon iPad, malheureusement je ne l'ai pas passé. C'était, bah, je peux vous le remettre là. C'était sur le token protocol où j'avais surligné. We could build almost all practical DeFi applications. Donc la blockchain est faite pour tout un écosystème DeFi et ils ne veulent pas que les gens abusent de la création de tokens en créant plein de crypto zombies en fait. Et bah ça c'est ce que je vous ai expliqué. Pour limiter ces gens qui viennent pourrir un peu la blockchain et pourrir et créer des embouteillages, ils doivent lock, donc ça c'est dans le white paper, ils doivent lock une quantité d'Alephium pour créer des smart contracts. Ok, donc l'efficacité dans la consommation d'énergie, bah, c'est avec leur consensus de Proof of Less Work, on a vu comment ça fonctionnait et on a vu que c'était plutôt intéressant, et c'est programmable et sécurisé parce que c'est du Proof of Work et c'est programmable. Donc ils ont leur propre virtual machine, donc c'est ce qui va permettre aux développeurs de créer des smart contracts. Après, il y a un bon point qui est aussi un mauvais point, mais c'est qu'ils ont, il me semble, leur propre modèle de langage, donc ça fait que c'est une petite barrière à l'entrée pour les développeurs pour venir sur la blockchain, mais d'un autre côté, c'est le langage qui est censé être le plus adapté à cette blockchain-là. Donc c'est pas mal. Niveau chiffres, donc je vous en parlais avec mes voies de l'autoroute là, donc c'est comme s'il y avait 16 voies sur l'autoroute, on a 16 shards qui sont actuellement en mainnet, très intéressant, et aussi très intéressant, est-ce que j'ai l'explorer? Voilà. On a le hash rate, donc j'en ai parlé de ma vidéo quotidienne de ce matin, mais l'état de santé, la carte d'identité d'une blockchain en proof of work pour savoir si elle est sécurisée, décentralisée, etc. Décentralisée, c'est le nombre de nœuds, mais si elle est sécurisée ou s'il y a de l'activité dessus, il faut regarder absolument le hash rate. Bitcoin, le hash rate, on est presque à l'ATH, donc ça fait que c'est très sécurisé. Et là aussi, on a vu que depuis que le prix a pump, ça a tiré énormément de mineurs sur le réseau qui viennent sécuriser le réseau. Donc, plus le hash rate monte, plus la blockchain est sécurisée. De manière générale, l'argent suit le hash rate. C'est en gros, c'est vraiment un des indices pour regarder la santé d'une proof of work. Et le fait que la hash rate augmente comme ça, c'est très bon signe pour moi. D'un point de vue investissement, c'est clairement à prendre en compte. Voilà. Donc là, supply, ils disent qu'on est à 68 millions sur 180 millions. Je pense que là, il y a un peu délicat parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il y a eu 14% de la total supply qui a été pré-mined dans ce qu'on appelle le Genesis block, c'est le tout premier bloc de la blockchain. Et en fait, la définition de la circulating supply, c'est tous les tokens qui peuvent techniquement être revendus au marché. Et je crois que tous ces 14% peuvent être techniquement revendus au marché puisqu'ils sont dans ce wallet-là. Mais là, ils ne l'ont pas compté, ce wallet, lorsqu'ils parlent de circulating supply. Donc bon, à voir après une période de vesting, etc. Mais voilà, donc ils s'autoproclament à 68 millions en circulation. Et average block time, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, 64 secondes. Donc, il me semble que c'est 64 secondes. Parce qu'un bloc tous les 64 secondes, en réalité, c'est pas si rapide que ça. Oui, Bitcoin, on a un bloc toutes les 10 minutes, mais Kaspa, on a un bloc sub 1 second. Donc on est à un bloc qui prend moins d'une seconde à être validé de par la technologie d'être un DAG. Et donc là, je pense que il me semble que c'est 64 secondes, pas pour un bloc, mais pour que tous les shards aient bien fini de valider leur bloc. Donc en réalité, ça va plus vite que ça. Ok. Voilà le site, c'est très intéressant, l'Explorer. Niveau wallet, pareil, ça c'est cool, hein. Ça peut sembler comme des détails, mais pour créer un écosystème, pour une layer 1, c'est trop primordial selon moi, mais c'est des choses qui soient simples à l'utilisation. Il faut pas avoir besoin d'avoir tout étudié le white paper pour créer un wallet par exemple. Donc moi j'en ai acheté, j'ai créé un wallet en 2 clics, c'est rapide, c'est une extension web, c'est simple. Et si vous avez déjà utilisé
MetaMask, bah, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est très efficace. Là, même, ça me fait penser, par exemple, au wallet fantôme de Solana. Moi, quand j'étais arrivé sur la crypto, donc lors du dernier bull run, et ben j'utilisais ça, je comprenais rien à la crypto, mais j'utilisais ça, c'était simple. J'envoyais, je recevais mon NFT, c'était tout quoi. Je comprenais rien à ce que je faisais, mais j'arrivais à le faire parce que c'était simple. Et là, c'est la même chose sur Alephium. C'est pas comme le Polkadot Wallet par exemple, qui est extrêmement compliqué. Celui-là, il est tout simple. Le site est beau, les wallets sont beaux, donc ça, c'est très efficace. Niveau écosystème, comme je dis dans la partie théorique, et c'est très important, hein, on veut que Layer One ait un écosystème. Donc là, on a pas mal de projets qui se développent dessus. Alors, petit tips, mais même moi, j'ai pas fini de dig, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est le projet Ayin. Je sais pas comment ça se prononce. Mais en gros, c'est, il me semble, le premier DEX de tout l'écosystème. Et ils ont un token. Ils ont presque 7 millions de TVL. Pareil, TVL, ça va être un des indicateurs primordiaux pour une blockchain de Layer 1. Ça va être la total value locked. Donc, par exemple, ETH est la blockchain qui a la plus grosse TVL et c'est pour ça que les gens vont dessus. C'est parce que c'est là où il y a de l'argent, c'est là où il y a de l'activité. Et donc 7 millions pour une crypto qui est au tout début, franchement c'est pas si dégueulasse. Et la market cap donc, de leur token, AIN, est de 5 millions, donc c'est très early, il y a potentiellement des assez beaux rendements à faire. Je pense que peut-être, j'ai pas fini de dig, donc je vous le dirai, mais peut-être dans une quotidienne, je pense pas que ça va être toute une vidéo, mais pourquoi pas me placer un peu dessus, parce que dans l'idée que ça fasse un peu comme un pancake swap ou comme un Uniswap, hein, euh, pourquoi pas, ça semble intéressant. Voilà pour le site, voilà pour l'écosystème. Je vous ai passé à peu près toutes les bonnes choses. On peut passer maintenant directement au niveau graphique. Alors hop, je reprends juste ça. Désolé. Niveau graphique, on est sur la lithium. On a connu une montée qui était vraiment quasiment parabolique. Je sais que ça peut freiner pas mal de monde de rentrer sur un projet qui vient de faire x10. Je vais vous expliquer mon point de vue et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce type de raisonnement. Mais donc voilà, depuis novembre, donc c'est là où il y avait une toute petite alt season, on va dire, on a fait un x13. C'est beaucoup. Et je pense que si on prend le bas, tout là, mais personne n'a acheté à ce bas là, hein. Faut bien s'en rendre compte, mais voilà, on a fait un x20. Donc c'est gros. Ok. Mais moi, ça ne me dérange pas d'acheter ici 10 fois plus cher que ceux qui ont acheté là, parce que ceux qui ont acheté là, ils étaient 10 fois moins sûrs de leur investissement. Parce qu'à cette époque-là, oui, il y avait la même tech, etc., mais il y avait beaucoup moins d'attention, c'était moins sûr que cette crypto allait être dynamique, j'aime bien ce mot-là, mais et franchement, bah, eux, ce sont ceux qui ils ont plus recherché que moi, il y a eu un peu le facteur de chance, on ne peut pas y sur tous les dossiers, donc c'est pas grave d'acheter un x10 maintenant. Et pourquoi aussi, c'est ça qui rentre en compte, mais c'est tout simplement la market cap. La market cap, on est à 120 millions de dollars, c'est très peu. Moi, je suis entré sur Caspa quand c'était 1 milliard de dollars, ça avait déjà fait x35 ou je sais pas combien, et je suis quand même un x2,5 sur mon investissement, donc je suis quand même très content. Pareil sur Tao, je suis rentré quand c'était à 250-300 millions de market cap, ça avait déjà fait un petit mouvement à la hausse, mais je suis quand même un x6 depuis. Donc ça ne me dérange pas parce que la market cap est pas très élevée. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail de l'analyse technique, on a vu que la dernière poussée nous a amené. Ça fait quoi comme multiplicateur? Ça nous a fait un x3 presque. Et on a retracé, c'est chirurgical à chaque fois, mais on est vraiment venu retracer entre la zone des 0,5 et des 0,78 de Fibonacci. Donc ça nous annonce que c'est plutôt un point d'entrée sympathique. En plus de ça, on a le RSI qui est venu s'appuyer sur les 50. Généralement, encore une fois, en période de bull market, le RSI est aussi entre 50 et 90, alors qu'en bear market, le RSI va tout le temps être en dessous des 50. Donc les plus gourmands peuvent attendre un RSI à 30. Moi, je ne me risquerai pas à ça parce que je n'ai aucune garantie que ça peut arriver. Là, on a un RSI à 50, j'en suis déjà très content. Après, donc moi, j'ai déjà mis ce que je voulais allocate à cette crypto, je l'ai déjà mis. Parce que zone de Fibonacci, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont mis sur leur watchlist, bah comme moi, hein, qui ont connu cette crypto grâce à cette poussée-là, parce qu'ici, il y a plein de monde qui ont commencé à la connaître, et qui attendent un repli, comme moi, pour se positionner dessus. Cependant, niveau weekly, si on prenait un peu plus gros time frame, on n'a pas encore retracé énormément. On n'a fait qu'une seule bougie rouge, c'est très peu, c'est pas du tout impossible qu'on revienne en termes weekly là-dessus, hein. Ce serait pas une zone, ce serait pas la mort, et l'idée c'est qu'en weekly on revienne avec un RSI à 50 pour ensuite prendre plus de respiration et vraiment pousser à la hausse. Donc je ne suis pas fermé à cette idée-là en tant qu'investisseur. Mon plan est de rentrer dès maintenant, ok, parce que pour moi c'est un très gros potentiel, il y a pas mal de choses, de moves à jouer, et dans le cas je me prépare où on va chercher cette zone ici, je vais tout simplement recharger un petit peu mon bag et dépasser l'allocation initiale que je voulais mettre. Mais je pense que ça peut faire très mal parce que c'est à au moins 80%. Mais c'est possible, il faut juste s'en rendre compte, et de cette manière-là, je sais que si ça va arriver, eh ben, je vais pas paniquer, voilà, simplement.
Donc écoutez les amis, merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été assez clair. Encore une fois, disclaimer, mais cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Évidemment, j'essaie juste de comprendre à peu près les choses. Que je vous message un truc, voilà. Non, je sais pas. Dites-moi, comme ma dernière vidéo dossier, celle-là était un peu plus longue, mais je crois qu'on a un peu plus rentré dans les détails, etc. Si c'était trop poussé, pas assez poussé. Franchement, si vous voulez, moi je m'adapte à vous, mais je peux faire des vidéos en 20-25 minutes où je rentre beaucoup moins dans les détails. Et je vous dis juste, par exemple, c'est du proof of less work, c'est du sharding machin, c'est du TXO, et voilà, je passe très rapidement dessus et je passe à la prochaine chose. Mais je pense que c'est des termes un peu barbares et que c'est toujours mieux de comprendre de quoi on parle et d'essayer de comprendre de quoi on parle. Et dernière chose, rapidement, mais je l'avoue et je l'accorde, il y a des chances que j'ai fait des erreurs dans cette vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un codeur, je ne suis pas un gars qui sait lire des lignes de code, donc forcément mes analyses ne sont pas aussi précises qu'un gars qui qui est un ingénieur et qui code concrètement. Pour moi, c'est une analyse assez poussée pour un gars normal, voilà, qui ne sait pas lire du code. Donc, je suis ouvert à toutes les critiques et à toutes les corrections tant que c'est dans la bienveillance. N'hésitez pas à me le faire partager dans mon Telegram ou dans ma barre de commentaires. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous aimez bien le contenu de la chaîne. Et je vous dis à demain pour la quotidienne. Passez un excellent week-end. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, ciao.